Professeur Nasri, voilà. Allez-y. Le micro. Merci. Je voudrais poser une question sur les méningites bactériennes. Vous avez parlé de l'APL. Est-ce que le fond d'œil avant l'APL n'est pas une indication systématique compte tenu du tableau clinique de notre patient qui a une méningite, probablement il est obnubilé, peut-être qu'il est comateux. Est-ce que le Merci pour la question. Rien ne peut remplacer l'APL. Quand on est autorisé, quand il n'y a pas de contre-indication, rien ne remplace l'APL. Parce que déjà macroscopiquement, tu fais ton diagnostic. Ou tu approches le diagnostic. Uniquement en voyant le tube contenant le liquide céphalorachidien, tu arrives déjà à te dire c'est une méningite purulente ou c'est pas une méningite purulente. Deuxièmement, pour la PCR, si tu veux, il serait intéressant de la faire au niveau du liquide céphalorachidien. Ça nous permettrait de rechercher donc et l'ADN des bactéries, quand les isolements ne peuvent pas se faire, et l'ADN des virus également. En ce qui concerne le fond d'œil, avant on disait il faut faire un fond d'œil. Et c'est là où finalement j'ai envie de rebondir pour poser à M. Klibat tout à l'heure, qui définissait l'hypertension intracrânienne en tenant compte de la perturbation ou de l'œdème papillaire, de la perturbation du fond d'œil. En infectiologie, de toute façon, on ne tient plus compte du fond d'œil. On ne tient pas compte du fond d'œil et ce n'est pas un examen que l'on fait de manière systématique avant la ponction lombaire. Nous avons notre examen clinique, nous connaissons donc les contre-indications de l'APL. Quand on suspecte un problème, on diffère l'APL pour faire un scan, pour aller voir carrément ce qui se passe, mais le fond d'œil n'est plus l'examen d'antan qui nous permettait donc de faire ou de ne pas faire l'APL. Micro, s'il vous plaît. Oui. C'est-à-dire si notre patient est obnubilé ou bien comateux, écoutez, moi j'ai fait risque d'engagement par exemple, est-ce que le fond d'œil n'est pas indiqué? Moi je pose la question, bien entendu. Je vous réponds. Quand on a fait le cours sur les méningites, au cours des années 70, début 70, je vous le dis, on avait mis à l'époque, on se disait, il faut un fond d'œil avant la PL. Mais les choses ont évolué. Le fond d'œil peut être pathologique sans pour autant qu'il n'y ait d'hypertension intracrânienne. Donc on n'en tient plus, il n'est plus de rigueur avant la PL. Si tu suspectes une hypertension intracrânienne, si tu as des signes en faveur, tu demandes un scan cérébral ou une IRM cérébrale avant de faire la PL. Je ne sais pas si M. Klibat peut éventuellement nous dire un mot. Pardon, mais dans les processus de la ligne médiane, il n'y a pas de signe de localisation. À supposer un abcès de la ligne médiane, Oui. Il n'y a pas de signe de localisation. C'est-à-dire que même si on dit, même si on nous dit qu'au cas où il y aurait des signes de localisation, on ne fait pas de PL, mais dans les processus de la ligne médiane, il n'y a pas de signe de localisation. C'est assez précis de toute façon. Moi, je pense que le malade est un tout. Hein. Le malade, c'est un tout. C'est donc un syndrome infectieux, des signes neurologiques. Et puis, le médecin doit savoir s'il peut faire l'APL ou non. Et à ce moment-là, s'il ne peut pas faire l'APL, le traitement va être retardé
parce qu'il va envoyer son malade au scan, et là il sera obligé de commencer un traitement probabiliste. Vous imaginez, Bekri, on n'imaginait pas commencer un traitement sans avoir déjà quelques arguments microbiologiques. Maintenant, c'est une affaire de temps. On doit commencer un traitement. Question pour vous, s'il vous plaît. Vous avez dit que, en cas de suspicion d'une méningite, il faut instaurer d'emblée un traitement, et éventuellement antibiotiques et corticoïdes dans certains cas. Au cas où ça serait une méningite herpétique, la place des corticoïdes. Je vois le tableau clinique d'une méningoencéphalite herpétique est habituellement classique. C'est une méningoencéphalite avec un début brutal. Généralement, il s'agit de malades immunocompétents qui présentent des crises convulsives, qui ont des troubles mnésiques. C'est un tableau clinique pratiquement, parce que les zones touchées sont des zones précises. Et donc, quand on fait l'appel chez ces malades-là, il s'agit de liquide céphalorachidien clair, par moments xanthochromique, un petit peu teinté, traduisant une hémorragie ancienne. Mais c'est tout. C'est un liquide clair, lymphocytaire, normoglycorachique. Maintenant, si j'ai des doutes, effectivement, si je reçois un malade qui fait des crises convulsives, je ne peux pas faire l'appel immédiatement. Je suis obligé de l'envoyer au scanner. Je mets mon antibiotique et je mets mes corticoïdes, je mets une dose de corticoïdes maladie. Si c'est une bactérie, si c'est un pneumocoque, c'est bon. J'ai eu raison. Si c'était pas un pneumo, j'ajuste, j'enlève, donc j'arrête la corticothérapie et je mets la cyclovir. Dans les méningites décapitées, est-ce que la procalcitonine n'est pas d'un grand apport pour diagnostiquer est-ce que c'est une méningite bactérienne décapitée ou une méningite virale? Et la deuxième question, dans les hémorragies cérébroménagées, on a une rédère ménagée, un tableau clinique qui peut s'apparenter à la méningite. Et là, je reviens toujours au fond d'œil, est-ce qu'il n'y a pas un risque comme diagnostic différentiel entre méningite et hémorragie cérébroménagée dont le tableau clinique est identique à la méningite? Est-ce que le fond d'œil là n'est pas obligatoire si on fait une PL par exemple? Merci. La procalcitonine est un examen magnifique. Un examen biologique magnifique qui permet aux pédiatres de distinguer les méningites virales des méningites bactériennes. Et ça c'est intéressant. Surtout dans le cas de ces méningites décapitées ou des méningites au tout début. On ne sait rien, la procalcitonine vient vous aider à trancher ces bactériens quand la procalcitonine est élevée. Et c'est un examen facile, c'est un examen qui ne coûte pas en plus très cher. Mais il est très utilisé dans les pays européens. En Algérie, on l'utilise très peu, je ne sais pas s'il est utilisé. À Abdéa, on ne l'utilise pas pour l'instant. Mais la procalcitonine est un excellent examen. Maintenant, pour les hémorragies cérébroménagées, si tu veux, habituellement, il n'y a pas de fièvre chez ces malades-là où la fièvre est à 38. Le début est brutal, c'est la grosse céphalée, tu comprends. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse chez ces malades? Un fond d'œil? Maintenant, devant les céphalées fébriles, persistantes, et surtout celles qui sont violentes, c'est le scan. On n'y échappe plus maintenant. Tu sais, dans toutes les structures d'urgence de notre pays, il y a un scan pratique. Je parle du moins des grandes villes, il y a un scanner. Le fond d'œil est peu informatif, il te ramène très peu d'informations. Pathologique, il ne veut rien dire, normal, il ne veut rien dire. S'il vous plaît, je voudrais poser une question, je suis là.
Je suis le docteur Boukaouma, médecin généraliste à Alger. Alors je pense que déjà, bon, en tant que généraliste, bon, les sujets qui sont abordés, c'est-à-dire nous montrent beaucoup plus une clinique, une symptomatologie, que ce soit des tumeurs cérébrales, que ce soit de la méningite. Mais je voudrais, il faut qu'on fasse la différence. Vous avez parlé un petit peu du syndrome méningé et de la méningite. Parce que la méningite, c'est un tableau clinique avec fièvre, avec Brudzinski, avec Kerning, avec tout ça. Et puis, il y a le contexte clinique, la fièvre, les vomissements et tout. Donc, il faut faire la part des choses entre la méningite et le syndrome méningé. Là où on peut avoir effectivement des hémorragies cérébro-méningées. Et c'est la première, il faut nous clarifier ça. Et la deuxième chose, est-ce que les corticoïdes sont contre-indiqués en cas d'un syndrome viral en dehors des immunocompétents, dépresseurs, pardon. Est-ce que les corticoïdes sont contre-indiqués en cas d'affection virale? On les utilise dans les hépatites fulminantes, on les utilise dans les syndromes sévères. Enfin, dans les hépatites fulminantes, on n'utilise pas de corticoïdes. On remplace, on transplante. Sinon, on ne sauve pas. Dans l'hépatite fulminante, on ne donne pas de corticoïdes. Dans les méningites ou méningoencéphalite virale, il n'y a aucune indication à la corticothérapie. Aucune indication. Aucune. Un âme? Non, c'est-à-dire que il vaut mieux pas les donner. Maintenant, j'ai dit qu'en situation d'extrême urgence, mon malade étant comateux, je l'envoie au scan, je risque de perdre 4 ou 5 heures avant qu'il ne me revienne. Je mets une dose d'antibiotiques parce que chaque heure, la multiplication exponentielle des bactéries est importante et chaque heure donc passée est une heure donc qui pourrait être fatale à notre malade, qui pourrait donc aggraver ce malade. Donc je mets une dose d'antibiotiques, 2 grammes de céfotaxime par exemple, et 100 mg d'hydrocortisone, et qui revient avec le scan, qui vous dit avec un scan normal, je fais ma PL. S'il y a une contre-indication à la PL, il mettrait sur la PL aussi. Je serai également aveugle. Je ne saurais pas si c'est une méningite à liquide clair ou purulente. C'est tout. Et c'est encore une fois le contexte clinique. Le contexte clinique et biologique qui nous permettrait éventuellement de redresser la barre dans les 48 ou 72 heures après. Mais à un moment donné, on est probabiliste quand on ne peut pas avancer de manière rigoureuse, scientifiquement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la corticothérapie ne va pas influer sur l'évolution de la maladie. Quand c'est une dose que tu as donnée, parce que de toute façon ton malade est comateux, il a de gros problèmes. Donc ça ne va pas influer. C'est pas moi qui le dis, si tu veux, c'est des études multicentriques, etc. Ça c'est un consensus international, c'est pas un consensus algérien, si tu veux. Mais c'est juste un petit mot pour dire que pour nos collègues pédiatres, ou nos collègues du moins généralistes, attention à la céphalée fébrile. Les céphalées fébriles, chez un enfant, un nouveau-né ou un nourrisson, doivent quand même, parce qu'il y a un teint particulier chez les enfants sceptiques, un teint d'infecté. La recherche du purpura, j'insiste une deuxième fois, suppose quand même un déshabillage correct du malade, etc. Et le fait de demander aux gens de revenir, si ça ne va pas, 48-72 heures après, de revenir finalement, reconsulter encore, etc. Ça c'est impératif pour ne pas passer à côté, pour ne pas retarder le traitement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on passe à la deuxième conférence. Est-ce qu'il y a des questions sur la deuxième conférence?
plaît. Alors, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites pour savoir quels sont les sinus les plus pourvoyeurs de complications chez l'enfant et chez l'adulte. À propos de notre étude de notre service, nous avons constaté la prédominance des complications chez l'enfant. Ça, c'est lié au retard diagnostique des sinusites ethmoïdales. Chez l'enfant, le seul sinus mature, c'est le sinus ethmoïdal qui est présent dès la naissance. Il atteint sa forme définitive à l'âge de 5 ans. Donc l'enfant, il fait que des sinusites ethmoïdales. Le sinus maxillaire, frontal et sphénoïdal n'existe pas. Et la présentation clinique, généralement, c'est des rhinopharyngites qui passent inaperçus. Et les signes cliniques qui sont en avant, ce sont des signes ophtalmologiques. Il y a un petit œdème au niveau de l'angle interne de l'œil, d'où il y a retard de diagnostic. On ne pense pas, devant cet œdème de la paupière, on ne pense pas, premièrement, intuitivement à la sinusite ethmoïdale. D'où, dans notre étude, dans la littérature internationale, je ne peux pas vous répondre à ma connaissance, mais on constate une fréquence élevée des complications ophtalmologiques chez l'enfant, suite à ce retard de diagnostic. Chez l'adulte, les chiffres sont les mêmes pour tous les sinus, à propos des complications. J'ai une petite question surprenante un petit peu. J'ai trouvé qu'il y avait très peu de cas de sinusite compliquée dans les cas colligés, 40 chez les adultes et 24 chez les enfants. Quand je vois que mon ami Tliba, le professeur, a opéré 470 tumeurs cérébrales, je trouve que le chiffre colligé, est-ce qu'il n'y a pas eu des déperditions dans les autres services sur le nombre de sinusites compliquées? Merci pour votre question. Maintenant, le premier élément de réponse, je dirais que, heureusement, avec l'antibiothérapie, les sinusites répondent très bien au traitement médical. Ensuite, le retard de diagnostic en matière des sinusites ethmoïdales fait que le chiffre est le plus important des sinusites chez l'enfant. On voit les complications. Chez l'adulte, l'antibiothérapie, le fait que le médecin de ville, le médecin général, son premier médecin où il consulte pour des céphalées, parce que la différence entre une rhinopharyngite banale et une sinusite, c'est la douleur qui est un petit peu caractéristique. C'est une douleur qui est là, qui est exagérée à la pesanteur, localisée au regard du sinus, qui résiste au traitement antalgique usuel, qu'il soit des ANS ou de la paracétamol, amène le patient à consulter. Et le médecin a tendance à faire des examens d'imagerie, d'où il y a de plus en plus de diagnostics précoces de sinusite chez l'adulte. Par contre, chez l'enfant, la symptomatologie elle est un petit peu frustre. On traite souvent pour une rhinopharyngite banale, alors qu'il s'agit d'une véritable ethmoïdite. Chose qu'il faut faire attention chez l'enfant, c'est d'examiner la cavité orbitaire pour détecter cet œdème qui caractérise les sinusites ethmoïdales. Sinon, l'antibiothérapie a considérablement a donné une évolution favorable au traitement des sinusites, d'où le chiffre qui n'est pas important de ces complications. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Et j'ajouterais aussi, professeur Tliba parlait de tumeurs, alors que les complications des sinusites, généralement, sont des complications infectieuses. Méningite, abcès cérébral, en général, elles sont infectieuses. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Alors, s'il vous plaît, concernant le traitement des complications, et éventuellement une collection ou, comme on avait vu, il y avait une intervention chirurgicale. On était obligé de drainer. Est-ce que quelles sont les armes qu'on a? Est-ce qu'on est toujours obligé, comme pour les sinusites maxillaires, de drainer, mais au dépend d'un plancher qu'on touche, d'intervention un petit peu brutale? Est-ce que, en ce moment, moi j'ai entendu parler du drainage par fibroscopie, par endoscopie, et quels sont ses avantages? Et je sais qu'aussi que quand chez une personne qui fait une cloison, on essaie de corriger la cloison, on a d'autres conséquences.
Comment peut-on pallier à tout ça? Merci. Pour ce qui concerne des sinusites aiguës, le traitement médical est largement suffisant. Maintenant, quand la sinusite passe à la chronicité, c'est qu'il y a un blocage, il y a un conflit au niveau de l'ostium. Généralement, l'imagerie médicale nous apporte les réponses avec l'examen clinique. Si déviation de la cloison, si présence du tumeur, là il y a nécessité d'intervenir pour enlever ce conflit ostial. On est amené à corriger des cloisons si véritablement c'est elle qui est la source de cette sinusite. Voilà. Donc le traitement chirurgical. Oui. Ça c'est l'endoscopie est une voie d'abord. On utilisait la voie externe, maintenant on utilise la voie endoscopique. Effectivement. Par contre, dans les complications, là on n'est plus dans les sinusites. Le traitement des complications des sinusites, c'est-à-dire le foyer infectieux n'est plus dans le sinus. Là, par ses rapports anatomiques, soit le processus infectieux il est dans l'orbite, soit il est dans l'endocrâne. Là, c'est une autre démarche thérapeutique. Le traitement chirurgical, des fois il est d'emblée d'urgence et nécessaire quand il y a collection purulente. Car si abcès il y a, si collection il y a, drainage est systématique. On est amené à faire la voie externe pour ce qui est de l'abcès orbitaire ou périorbitaire, et sinon on passe la main à la neurochirurgie pour ce qui concerne des abcès et des empyèmes cérébrales. Est-ce que la ponction du sinus est toujours d'actualité? La deuxième question, comme complication des sinusites, il y a des complications dites systémiques telles que les endocardites. Les endocardites, sans parler des pneumopathies, est-ce que dans votre cas, vous n'avez pas rencontré des endocardites par exemple? Et est-ce que la ponction sinusienne est toujours d'actualité? Et également comme complication, les ostéites. Dans vos cas, dans votre étude, je veux dire. Merci. En ce qui concerne les ponctions lavage des sinus, vu la panoplie des antibiotiques qu'on a maintenant et leur efficacité, c'est devenu de plus en plus rare. En plus, la voie endoscopique, qui permet de libérer ce conflit ostial, a largement outrepassé les ponctions lavage. Donc c'est peut-être mon confrère ici, Dr Mjmaj, il se rappelle des ponctions lavage qui se faisaient dans la ponction lavage, elle peut être d'actualité. Elle peut être d'actualité quand il y a un foyer focal, notamment les sinusites maxillaires d'origine dentaire, les sinusites maxillaires avec un dysfonctionnement ostial primitif, c'est-à-dire il y a l'ostium qui est fermé, donc on n'arrive pas, même avec un traitement bien adapté, on n'arrive pas à drainer le sinus. Même en Europe, ils disent que la ponction, dans certaines situations, on peut la pratiquer pour drainer quand il n'y a pas de maladie inflammatoire diffuse, notamment l'allergie nasocinusienne, la polypose nasocinusienne et la dyskinésie mucociliaire. C'est des maladies qui touchent tous les sinus. Quand c'est une sinusite focale, c'est-à-dire elle touche le sinus maxillaire notamment, la ponction, oui, elle peut être d'actualité et moi personnellement je la pratique toujours dans certaines situations bien précises. Quand c'est une infection d'un sinus maxillaire avec une cause focale, ou là une déviation de la cloison nasale importante qui obstrue complètement l'ostium, là on draine en attendant de faire un geste sur la cloison nasale. Mais elle est toujours d'actualité, ça voilà. En ce qui concerne le deuxième volet de la question, pour les complications, nous avons eu un cas d'ostéite, c'est pour une sinusite maxillaire. Voilà. Il y a eu une destruction de la paroi antérieure du sinus maxillaire et une extériorisation vers la joue. D'où le diagnostic a été fait par un œdème jugal. Et au scanner, on retrouve une sinusite maxillaire avec ostéite de la paroi antérieure du sinus maxillaire. C'est une complication qui peut exister, oui.
En matière de ponction à lavage, nous, au niveau de l'hôpital, on ne pratique pas beaucoup, car l'endoscopie nous a permis aussi de régler ce problème par voie naturelle. Le fait de régler le conflit ostial permet de résoudre ce cercle vicieux qui est blocage de l'ostium, hypersécrétion de la muqueuse et surinfection. Sinon, pour les sinusites maxillaires, quand il y a un foyer dentaire, il faut adresser le patient chez le dentiste, traiter la porte d'entrée, adapter l'antibiothérapie. Et en matière de sinusite chronique, on est amené à faire une investigation pour chercher toujours cette cause de répétition de la sinusite, car le traitement étiologique est considéré plus important que le traitement symptomatique. Je vous remercie. Je voudrais poser une question pour cette libère. Je me présente, je suis le professeur Taleb, chef de service de pédopsychiatrie à Alger. En ce qui concerne votre présentation sur les tumeurs de l'enfant, d'après ce que nous connaissons, la symptomatologie est souvent discrète. Alors, pour les enfants autistes que nous prenons en charge dans notre service, on demande soit un scanner cérébral ou bien une IRM, mais souvent on est déçu, bien qu'on reçoit 450 enfants par an, sur le résultat de ces explorations non invasives. Est-ce que, d'après votre expérience, il y a un autre moyen de détecter les tumeurs cérébrales chez l'enfant précocement, quand il n'y a pas un signe d'appel en leur faveur? Merci. Bon, je vais parler d'abord de la littérature. Quand on voit les publications, on dit de façon absolue 15% des maladies psychiatriques nécessitent un scanner et on trouve quelque chose au scanner, soit une tumeur, surtout les tumeurs frontales. J'ai pas dissocié enfant-adulte, surtout les fluctuations de l'humeur, les tumeurs frontales, certaines tumeurs temporales et parfois une confusion avec les épilepsies, surtout l'épilepsie incinée. Et parfois, c'est les hydrocéphalies. Actuellement, il y a de nouvelles entités d'hydrocéphalie qu'on appelle les LOVA. LOVA, c'est typiquement des hydrocéphalies qui sont traitées en psychiatrie. Et on est en train de récupérer certains cas. On a eu série, c'est une nouvelle entité, je disais, depuis quelques années. Maintenant, concernant l'enfant. L'enfant, c'est très difficile de parler de signes d'appel de l'enfant pour une tumeur cérébrale, parce que d'abord, l'enfant ne s'exprime pas. Et quand on dit enfant, il y a plusieurs donc tranches d'âge. Le nouveau-né de 0 à 1 an, les tumeurs cérébrales sont relativement rares, c'est surtout les amartomes. Et les amartomes chez le nouveau-né et le nourrisson de 0 à 1 mois, et donc de 0 à 1 mois pour le nouveau-né et le nourrisson de 1 mois à 24 mois. Le nouveau-né, c'est les amartomes qui se manifestent surtout par un amaigrissement et par une cachexie. Donc c'est tout à fait clair qu'un nouveau-né, quand on le voit, et un nourrisson, on comprend tout de suite qu'il a un problème donc de santé sérieux, et quand on cherche, on demande un scanner, parfois c'est donc, je disais, c'est les amartomes, et qui pourrait, s'il n'y a pas d'hydrocéphalie qui est à l'origine d'une dilatation ventriculaire et de l'augmentation du périmètre crânien, c'est des signes endocriniens. Maintenant, toujours chez le nouveau-né et le nourrisson, les autres signes d'appel, c'est le refeu de tétée, c'est les cris donc incessants, et là, la maman, elle s'inquiète, et elle commence à consulter d'un endroit à un autre, mais pour vous dire de façon mathématique, voici un symptôme comme chez l'adulte, il y a donc une hémiplégie ou bien il y a une aphasie, tout de suite je fais un scanner, ça n'existe pas. Donc c'est des signes indirects, principalement, comme je viens de dire, parfois c'est des convulsions ou des crises d'épilepsie, surtout le refus de tétée et les cris incessants. Maintenant chez le petit enfant, donc de 2 ans jusqu'à 8-9 ans, jusqu'à 7 ans, bon ça dépend, après on parle de la grande enfance, de 7 ans jusqu'à 14, 15, 16 ans, puisque maintenant on va jusqu'à 16 ans. Les signes d'appel, c'est surtout, là on commence à voir des signes neurologiques. C'est un enfant qui a acquis la marche et qui a commencé à faire quelques troubles de la marche, c'est typiquement le syndrome cérébelleux, puisque nous avons dit que le premier symptôme,
la première tumeur de l'enfant, c'est les médulloblastomes, c'est les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure. C'est l'enfant qui a quelques troubles de l'équilibre. Quand il marche ou quand il court, il n'arrive pas à courir, il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à jouer avec les enfants. Et c'est un changement déjà de son comportement. Après, on a parlé des crâniopharangiomes, qui est la tumeur substentorielle la plus fréquente de l'enfant. C'est l'enfant qui a un rendement scolaire qui commence à reculer. C'est l'enfant qui est normalement scolarisé à partir de l'âge de 5 ans. Et là, en classe, la maîtresse qui remarque que son rendement scolaire a commencé à diminuer. Et elle convoque les parents et puis elle constate qu'ils ne voient pas très bien. Et c'est là on demande un avis en ophtalmo. Et parfois, on est surpris de trouver des enfants borgneux. Parce que le crâniopharyngiome commence par, il y a toujours une asymétrie dans l'installation des signes neurologiques. C'est un côté par rapport à un autre, d'où la nécessité c'est pour ça, dans la médecine scolaire, on fait toujours donc l'acuité visuelle chez ces enfants. Voilà, je ne sais pas, je sais qu'il n'y a pas eu de réponse claire, c'est pas de oui ou non, mais c'est un peu vague, surtout chez l'enfant, mais en fonction des situations, on s'adapte aux situations. Bon, cette notion de scanner, je ne vais pas aussi revenir à l'histoire de la PL et de la ponction lombaire. Le scanner est d'abord, il devient de plus en plus un document médico-légal, et le scanner est un examen, d'autant plus qu'il soit accessible, est un examen actuellement qui vient juste après l'examen clinique ou l'examen neurologique. C'est pas un examen qu'on détache de l'examen neurologique, mais juste après. Si on a un seul symptôme neurologique, il ne faut pas hésiter à demander un scanner. Et bien, il faudrait que le symptôme soit réel aussi. C'est pas pour une céphalée. La céphalée n'est pas un symptôme, c'est pas un symptôme neurologique. Vomissement n'est pas un symptôme neurologique, mais un vrai symptôme neurologique. Une crise d'épilepsie, par exemple, est un symptôme neurologique, même une fois. Même si la crise est rapportée par un membre de la famille, parce qu'il y a une amnésie post-critique. Et on ramène un patient, on vous dit, il a fait une crise, on n'est pas certain, vaut mieux lever le doute et faire un scanner. Est-ce que j'ai répondu en partie? Oui. Merci à vous. Est-ce que je peux poser une question au professeur Kliba, s'il vous plaît? Oui. Dans votre série sur les tumeurs cérébrales, est-ce que vous avez opéré les tumeurs hypophysaires? Et ces tumeurs hypophysaires, en dehors de la compression du chiasma optique, est-ce que vous avez utilisé la voie d'abord sphénoïdale par fibroscopie ou bien par voie gingivale? Merci. Merci à vous. Bien évidemment, nous utilisons toutes les voies d'abord actuelles pour nous opérons les tumeurs hypophysaires. Ce que j'avais montré tout à l'heure, c'était une tumeur hypophysaire. C'était un crânio-pharyngiome hypophysaire. On voyait la carotide et les nerfs optiques. Et nous opérons aussi par voie nasosphénoïdale, soit la voie endoscopique endonarinaire, ou bien la voie transnasosphénoïdale microscopique. Donc les deux voies sont utilisées ici à Béjaïa, soit par microchirurgie transcrânienne, soit par voie donc mini-invasive, transnasosphénoïdale ou endonarinaire. Et les différents types de crânio-pharyngiome sont accessibles par cette voie, donc que ce soit les acromégalies, j'ai dit crânio-pharyngiome ou les adénomes de l'hypophyse, les chromophobes, les acromégales, les ACTH sont un peu plus difficiles, mais les prolactinomes, bien sûr, il y a des indications. On prend encore une question, une dernière question, s'il vous plaît. Professeur Kliba, bonsoir. Dans les gliomes de Bagrad, est-ce qu'ils mutent toujours? Est-ce qu'ils mutent toujours et la vitesse de mutation? Très bien, merci pour merci pour cette question. J'aurais souhaité avoir une question plus simple. Les gliomes de Bagrad sont en classification de Kernohan. Quand on dit Bagrad, c'est le grade 1 et le grade 2. Le grade 1, c'est le pilocytique et le sous-épendymère, qui ne mutent jamais.
Le grade 1 est de très bons pronostics. Le grade 2 surtout. La chirurgie, le traitement, c'est la chirurgie d'exérèse. Le grade 2, il y a 3 types. Il y a le fibrillaire, il y a le xanthoastrocytome, et puis il y a le gymistoastrocytome. Et c'est là toute la problématique, parce qu'il y a des études. On est devant un gliome de bas grade, on dit il faut opérer. Mais quand on opère, il y a le risque de transformation anaplasique. Oui. Mais on ne connaît pas quels sont les gliomes de bas grade qui vont se transformer. On ne le sait pas. Okay. Donc quand on opère, c'est pour sauver un malade, mais parfois nous-mêmes, on provoque la transformation. Mais l'entité de la transformation, elle est très rare. Maintenant, on revient à dire que le diagnostic de bas grade n'est pas certain. Même quand on opère un gliome de bas grade, de grade 2, un astrocytome de grade 2, et l'anatomopathologie, s'il nous dit que c'est un grade 2, vaut mieux faire l'immunohistochimie. Parce que quand on fait l'immunohistochimie, on peut trouver ce qu'on appelle des gliomes hybrides. Il y a des cellules de grade 2 et des cellules de grade 3, ou bien de grade 4. Et au-delà de l'immunohistochimie, vaut mieux demander la biologie moléculaire, la biomol. Et c'est là où on peut affiner le diagnostic. Parce que quand on fait la biomol, on peut détecter exactement est-ce que c'est un astrocytome anaplasique ou ce qu'on appelle astrocytome transitionnel. C'est-à-dire un bas grade opéré, surtout la vitesse de mutation. Il n'y a pas de vitesse. C'est-à-dire dans les 3 premières années. Vous parlez d'un cas particulier. Oui, je parle d'un cas surtout particulier. J'ai compris. Ça veut dire au début, je pense, pour dire qu'il y a une vitesse de mutation, cette notion de mutation, on revient sur cette, c'est-à-dire on n'en parle plus, de moins en moins. Maintenant, on dit que le diagnostic initial, c'était un gliome mixte, où il y avait des cellules de bas grade, où il y avait quelques cellules malignes. Et c'est ces cellules malignes qui elles vont pas se transformer, c'est elles qui vont continuer à progresser. C'est pour cette raison, justement, on a dit le bas grade, il y a le grade 1, on opère, c'est tout, et le grade 2, on opère avec complément de chimiothérapie et de radiothérapie, surtout la radiothérapie. Même si on fait une exérèse totale, on fait toujours une radiothérapie. Okay, merci. Si vous avez un cas particulier, on peut discuter longuement avec dossier et patient. Il a dit c'est la dernière question. Vous n'êtes pas inquiet des 20 ans de différence entre la littérature mondiale et les cas colligés à votre niveau? Les 20 ans de différence, c'est énorme. Vous savez, pour répondre, il faut avoir des arguments. J'ai pas d'argumentaire. C'est un constat. C'est un premier constat. Et vous n'en êtes pas inquiet? Non, mais attendez un instant. Pardon? Et au Maghreb, comment ça se passe? À côté, chez nos frères tunisiens et marocains. Les Marocains, la même chose. J'ai dit, il y a 2 travaux qui ont été faits. Chez nous en Algérie et Casablanca, ils ont trouvé que la moyenne d'âge, la voisinée les 38 ans, 38-39 ans. Si je peux permettre juste un commentaire sur l'âge, nous retrouvons à peu près la même différence d'âge. Nous avons une population assez jeune. Donc la pyramide des âges est plus basse. Chez nous, elle est plus élargie à la base. Il y a plus de jeunes. Finalement, nous retrouvons presque cette jeunesse, même dans les hémopathies chroniques, en fait. Non, justement, on a pensé à ça, on a relativisé. On explique en partie, c'est pas toujours ça. On a relativisé par rapport à la démographie, et on a trouvé que malgré cette pyramide d'âge, la différence, elle est toujours de 20 ans. Ça, c'est des chiffres relativisés. Étudiés et relativisés. Je pense que les organisateurs demandent à ce qu'on lève cette première session. Je vous remercie, je remercie les conférenciers, je remercie au nom de mes collègues l'assistance et on remercie les organisateurs.